Bienvenue au podcast sur la piste du crime. On n'est pas des avocats, ni des experts en crime. On est juste un couple qui aime se raconter des histoires. Dans notre podcast, il va y avoir des sujets difficiles à entendre. Trigger warning pour les gens sensibles. Mais si t'es sensible, qu'est-ce que tu fais à écouter du true crime? Parfois, il va y avoir du sacrage. Parce qu'un violeur, c'est pas juste une marde. C'est une estie de marde. Puis on va pas se le cacher. Un tabarnak bien placé, c'est drôle en crise. Puis si t'aimes pas ça, je m'en calisse. Salut la crime de belle gang. Aujourd'hui, on a un épisode vraiment spécial pour vous autres. On a un invité aussi avec nous. Mireille, je te laisse la présenter. Oui, je suis avec Stéphanie Roy-Lalonde. Bonjour tout le monde. Bonjour Steph. Bonjour, bonjour. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue dans notre belle petite communauté de Témiscamingue. Yes. Oui. C'est la deuxième fois que vous venez en visite. Oui. Oui. On devrait raconter l'histoire de comment on est venu à connaître Steph. C'est qu'on a... Moi, mon deuxième épisode, qui était épisode numéro 3, je l'ai fait au sujet de Luc Joly du Rocher, qui est originaire de Témiscamingue et puis qui est disparu. Et puis, quasiment tout de suite après qu'on a publié l'épisode, Steph nous a contactés pour nous remercier d'avoir fait du contenu en français qui parlait de la disparition de Luc. Oui, et puis c'était la première fois qu'on entendait un podcast parler de l'histoire de Luc en français. Donc, je vous remercie pour ça. Oh. Là, depuis ce temps-là, on est devenus des amis. Oui, Ça fait oui. la deuxième fois qu'on vient visiter. Et puis, là, la raison qu'on est ici aujourd'hui... Alors, je ne l'ai même pas dit. Premièrement, on est sur les lieux à Témiscamingue, puis on est dans une bâtisse très, très, très spéciale. C'est quand on est venu l'année passée, Stéphanie nous a suggéré un cas. Il y a un meurtre qui s'est produit ici, dans la bâtisse qu'on se trouve aujourd'hui, puis on va l'expliquer un peu plus tard. Là. Mais Oui. là, on est directement dans le building où ça s'est produit. Et puis, on a été visiter les lieux. Là. Moi, je n'ai pas raconté l'histoire encore, fait que Steph et Mireille, ils ne savent pas exactement ce qui est arrivé. Là, mais moi, j'ai vu les emplacements des choses, puis j'ai pu replacer le crime exactement. Là, puis René ne veut pas nous Ouais. le dire. Non, c'est une surprise. je ne sais pas si c'est le bon mot à utiliser, mais comme ça m'excite un peu. Là, comme Ben, ça. c'est excitant. Ouais. Moi, ça fait 21 ans que j'habite à Témiscamingue. Je suis originaire de Hearst. Fait que je suis pas trop loin Hey! de où est-ce que vous venez, même que ma mère est originaire de Hartley, qui est 10 minutes de Kapuskasing. Ah ouais. Donc, c'est ma terre native. Et puis, quand je suis déménagée ici en 2004, tout de suite, les gens nous racontent l'histoire de l'épisode d'aujourd'hui. Donc, c'est très apprécié, René, Mireille, que vous avez fait des recherches et puis qu'on va entendre l'histoire dans un podcast True Crime. Puis l'autre chose qui est excitante à propos de ça, c'est que je pense pas qu'il y a jamais eu un épisode de rien qui a été fait à propos de ce crime-là. Puis c'est un crime qui est très spécial, puis on va apprendre pourquoi bientôt. Fait que là, avant qu'on commence, j'ai un petit shout-out à faire, parce que ça fait plusieurs épisodes que Mélanie m'a demandé de lui faire un shout-out, puis j'oublie à chaque fois. Je m'excuse beaucoup, Mélanie. Fait qu'elle dit « Je vous aime tellement. J'espère un jour que vous allez manger une poutine avec moi. » Oui! Puis je veux manger une poutine avec Mélanie. Absolument. Ça serait super le fun. Est-ce que Mélanie est québécoise? Probablement. OK. Oui, je Les pense que meilleures oui. poutines sont au Québec. Oui. Yes. Fait que c'est ça, elle dit, ça a l'air qu'on peut demander un petit coucou de votre part. Alors, tu sais, shout-out à Mélanie. Puis elle nous fait dire aussi que les Mikes sont aussi des excellents chums. Je pense que ça a rapport avec quelque chose qu'on avait dit, Oui. là, je ne me rappelle plus exactement, là, mais C'est ça, c'était Fait que- des René. shout-out au chum à Mélanie qui Oui. s'appelle probablement Mike. Là. C'est vrai. À moins que c'est avec Mike qu'elle va voir Coldplay dans un concert. Là, mais- Oh, God! Ça, là, c'est... ouais, ça, c'est la crème de la crème, je pense. Et que c'est drôle. Moi, j'ai dit, ben bon. Ah, Oui. oui. Ben bon. Puis le style, après ça, il blâme comme la bande là, au Ben lieu oui. de s'excuser publiquement. Là. En tout cas, c'est pas ça le cas d'aujourd'hui. là. C'est super viral aussi. La minute que tu ouvres ton réseau social, à Mimi, on voit ça partout. C'est quoi? C'est arrivé hier, avant-hier? Puis Avant-hier. aujourd'hui, c'est Ouais. boum! Ouais. Oui, j'aime ça là, des deux mascottes des Oh. Phillies là, qui se donnent des caresses. Là. Il y en a une qui a une perruque jaune. Là.
Moi, c'était plus fort que moi. J'ai demandé à ChatGPT de refaire une photo de mon mari en se faisant pogner. C'est vraiment drôle. Oui. Ah, hey, on a un merci à dire à Joanie aussi. Ah oui. Oui, il faudrait remercier Joanie Morin, la propriétaire de l'établissement. Mm-hmm. Merci, Joanie, de nous laisser utiliser tes locaux. Oui, gros merci. Je vais expliquer dans quelques minutes où est-ce qu'on est. Oui. Fait qu'on commence ça? Oui, OK. Bon, René, Oui, Mireille. où est-ce que la piste nous amène aujourd'hui? Aujourd'hui, je vous raconte un meurtre qui a eu lieu ici même, dans la bâtisse où on se trouve aujourd'hui, dans l'ancienne Banque de Montréal à Témiscamingue. Le meurtre qui a eu lieu ici le matin du 15 mai 1959 a une distinction spéciale dans l'histoire du Québec. L'auteur du crime deviendra le dernier homme à être condamné à mort au Québec. Aujourd'hui, je vous raconte le meurtre du gérant de la Banque de Montréal, le monsieur Alexandre Whitburn-Héron. Bon, mes sources pour le cas d'aujourd'hui. Avec des articles de journaux du North Bay Nugget, le Tam Times, le Ottawa Citizen, puis le Ottawa Journal, des articles de Radio-Can, un épisode de Canadian History X, biographie.ca et puis le Legion Magazine. Partie 1. La peine de mort au Canada. Mon histoire commence loin dans le passé, en Nouvelle-France. Pour avoir la peine de mort, ça prend un bourreau. Puis bourreau, ça c'est le nom du poste qui est chargé d'infliger les peines corporelles, incluant la peine de mort. Tu sais, en anglais, ils disent executioner. Oui. En français, c'est bourreau. Je ne savais pas ça. Non. Le poste de bourreau, c'est une job pas bien populaire. Le poste n'est pas occupé en permanence en Nouvelle-France jusqu'en 1648, quand un tambour militaire stationné à Ville-Marie, puis là, c'est Ville-Marie à l'île de Montréal, là, pas Ville-Marie, proche d'ici. Ville-Marie, nos voisins. Là, okay. C'est ça. Fait que le tambour militaire, il est condamné à mort pour sodomie par les prêtres sulpiciens locaux. Ah, Mimi. vraiment, hein? Oui. Oui, à l'époque, la sodomie, c'est puni par la mort. Ouch. Wow. Après une intervention des Jésuites de Québec, la vie du tambour est épargnée à condition qu'il accepte de devenir le premier bourreau permanent de la Nouvelle-France. Oh, wow. Le nom du tambour est jamais confirmé dans les archives historiques, mais, fun fact, il y a des sources qui disent qu'il s'appelait René. Fait que, vu que la fonction de bourreau était impopulaire, c'était assez commun en Nouvelle-France qu'un criminel condamné à mort se sauve la vie en acceptant de devenir le bourreau. Un autre exemple, c'est Jacques Dègre, qui avait été condamné à mort pour vol en 1655. Jacques évite la peine de mort en acceptant de devenir bourreau, de témoigner contre son complice et de l'exécuter. Oh my God. Wow. Aïe, aïe. Ça, c'est double cross. Ça jouait rough. Ça joue rough, ouais. Puis note que j'ai bien dit un criminel condamné à mort peut devenir bourreau, pas une criminelle. Ah ben non. Non. Une criminelle condamnée à mort, elle pouvait seulement s'en sortir si, tu as essayé de deviner, Ça se mariait. si le bourreau acceptait de la marier. Non! Ouais. Aïe, Of course. Imagine. Puis il y a des exemples de ça. OK. En 1751, Jean Corollaire, un tambour militaire lui aussi, parce que ça a l'air que c'est une gang de faiseurs de troubles, ces tambours militaires-là. Il est emprisonné pour 1 an pour avoir participé à un duel. Pendant son emprisonnement, un duel, c'est ça. Ouais. Ah, il n'y avait pas le droit de faire des duels? Non. Oh. Puis ça, c'est prendre la loi dans tes propres mains. Hein, Ouais. fait, ouais. Ça, c'est Far West, pas mal. Ouais. là. Oui. Bon, on parle de 1751. Ça, c'est beaucoup avant le Far West aussi. Là, Ah, OK. Oui. Fait que pendant son emprisonnement dans la prison royale de Québec, Jean est incarcéré dans une cellule à côté d'une jeune femme de 20 ans nommée Françoise Laurent. Françoise est condamnée à mort pour avoir volé du linge de son employeur. Oh, aïe. C'était des Hey. punitions sévères. Sa sentence est confirmée le 12 mars 1751, mais on ne peut pas l'exécuter parce qu'il n'y a pas de bourreau à ce temps-là. Le seul bourreau de la colonie, il était décédé le 28 décembre dernier, en 1750. Les autorités n'avaient pas encore réussi à le remplacer. Être bourreau, comme j'ai dit tantôt, c'est une fonction déshonorable et impopulaire. Personne ne voulait être le bourreau. Mais l'histoire dit que la jeune Françoise séduit le tambour Jean Corollaire, qui est dans la cellule adjacente. C'est le coup de foudre. Wow.
Le 17 août, fait 3-4 mois plus tard, Jean Corollaire présente au Conseil supérieur un document écrit dans lequel il demande de devenir le bourreau de la colonie. Le Conseil accepte sa demande et le libère de prison immédiatement. Le lendemain, le 18 août, le nouveau bourreau présente une deuxième demande. Il veut marier la jeune Françoise Laurent. Le mariage de Jean Corollaire et Françoise Laurent est célébré le lendemain, le 19 août. Ça prend pas de temps. Ouais. Hey, on fait ça vite! Deux jours avant, ils étaient prisonniers tous les deux. Là. Wow. On sait que Jean exerce son rôle de bourreau jusqu'en avril 1752, mais après cette date-là, il n'y a plus aucune trace de Jean et ou de Françoise dans les records de la Nouvelle-France. Je me demande sérieusement s'ils ont une descendance aujourd'hui. C'est clair. Ouais. Fait que si vous êtes descendant du bourreau Jean Corollaire ou Françoise Laurent, ben envoyez-nous un message Facebook. Wow. Hey, hein? Fait avant la Confédération canadienne, comme on l'a vu déjà, là, sodomie, vol, il y a au-dessus de 250 crimes qui sont passibles de la peine de mort. Son application généreuse était quelque chose à quoi la plupart des Canadiens étaient habitués. Un bon nombre d'entre eux prenaient même plaisir d'assister aux exécutions publiques. Ah, c'est morbide. Par exemple, après la pendaison publique d'Elijah Dexter, qui avait assassiné son voisin à Toronto le 10 août 1816, on a décrit l'événement comme ayant attiré une grande foule qui a poussé une grande acclamation lorsque Dexter est apparu, car beaucoup avaient attendu des heures pour ce spectacle. Penses-tu que la série Dexter est inspirée de ce monsieur-là? Hey, peut-être. Ben Dexter, il a tué son voisin, après ça, il s'est fait pendre. OK. Ça n'a pas... Ça n'a pas de lien. C'est jamais. J'ai pas regardé Dexter, j'ai une petite idée, ça fout de quoi. C'est là, morbide. Ouais. Ouais, hein? Tu sais, fait que pour eux autres, là, aller voir une pendaison, c'était comme aller voir un match de hockey. Ben, on peut pas juger, hein? C'est peut-être l'ancêtre du true crime. Ouais. Toutes eux autres que vous écoutez du True Crime aujourd'hui, là, vous auriez assisté à des pendaisons. Oh. Après la Confédération canadienne, en 1867, la portée de la peine de mort est réduite à seulement 3 infractions. Le meurtre, l'agression sexuelle et la trahison. Oh, la trahison. La trahison, OK. c'est grave. En 1868, un an après, on élimine les pendaisons publiques. Toutes les pendaisons seront maintenant performées à l'intérieur d'une prison. Sauf si tu es un Autochtone dans l'Ouest canadien. Ah, ouais. Là, il y a encore des pendaisons publiques, comme par exemple à Battleford en 1885, où on pend 8 Autochtones en même temps. Puis pas juste ça, on les pend devant les étudiants de la Battleford Industrial School. C'est une école résidentielle. Ben, voyons. Ah. Ils devaient témoigner les pendaisons parce qu'apparemment, il fallait leur montrer une leçon. Oh. Horrible. Horrible. Des petits-enfants, là? Des petits-enfants à l'école résidentielle. Aïe. Oui, Ils montraient l'exemple. c'est ça. Hey, ça se peut pas. Ouais. Regardez ce qui arrive à vos aînés s'ils ne suivent pas la loi. Tu sais. Imagine. Pas le plus beau chapitre de l'histoire du Canada. Non. La première méthode officielle de pendaison au Canada, c'était le hissage. Ça consiste à passer une corde par-dessus une poutre et de soulever le condamné dans les airs en tirant sur la corde. Mm. Le nœud coulant se resserrait autour du cou du condamné jusqu'à ce qu'il meure de strangulation. C'était une mort longue et pénible. Aïe, aïe. Les objections au hissage mènent éventuellement à une nouvelle méthode. Dès 1872, on attache les condamnés au cou et on les laisse tomber environ 5 pieds, qui est 1,5 mètre. C'est supposé de casser le cou instantanément. Et plus tard, on va augmenter la distance à 7 pieds, avec 2,1 mètres. C'est considéré plus humanitaire parce qu'on dit que le condamné perd conscience presque immédiatement, puis il meurt d'asphyxie dans les minutes qui suivent. Ah, je sais pas. J'aime pas ça pareil. Mais évidemment, il y a des accidents grotesques qui pouvaient quand même se produire. Ben, À Montréal, en 1935, à l'exécution d'une femme nommée Thomasina Sarao, son exécution est ratée. Elle est décapitée pendant sa tombée. aïe, aïe. Dans un autre cas, à la prison Dawn à Toronto, la corde du condamné brise puis il tombe par terre au lieu de se casser le cou. C'est comme il y a une chute, là, lui est dessus comme un genre d'échafaud, mais il a tombé jusqu'à terre. Fait qu'il n'est pas mort. Ouais. Mais le bourreau, il a dû l'étrangler pour exécuter la peine. De ses propres mains. C'est pas expliqué, mais ouais, j'imagine que c'est quelque chose comme ça. Là.
Parce que quand t'es bourreau, c'est ta job de faire sûr que ça arrive. Ouais. Non. Pas une belle job. Ah. En 1916, le député Robert Bickerdike est le premier à présenter un projet de loi visant à remplacer la peine de mort par la prison à vie. Utilisant la moralité chrétienne comme argument, Bickerdike déclare « Il n'y a rien de plus dégradant pour la société dans son ensemble que la peine de mort. » Le projet de loi n'est pas adopté. Non? Rien qu'en 1916. Oh. 34 ans après le projet de loi de Bickerdike, le député Ross Thatcher tente la même chose en proposant un projet de loi visant à modifier le code criminel. Le projet de loi de Thatcher, lui, s'appuyait pas sur la moralité chrétienne, mais plutôt que le délai moyen avant la pendaison pouvait parfois dépasser 14 minutes. Hey, c'est long, ça. C'est long, 14 minutes. C'est long, là. Le projet de loi à Thatcher, comme celui de Bickerdike, faillit en chambre. Mais Thatcher reste déterminée, présentant chaque année un projet de loi pour abolir la peine de mort jusqu'en 1976. Ironiquement, son propre fils est sauvé par l'abolition de la peine de mort. Vraiment? Parce qu'il sera reconnu coupable du meurtre de son ex-femme en 1984. Oh, wow. Aïe, aïe. Mais par ce temps-là, il n'y avait plus de peine de mort. Ça allait arrêter en 1976. T'es chanceux. Pendant les années 60, les hippies, les droits civils, la Révolution tranquille, l'avenir de la peine de mort commence à être incertain. En 66, les politiciens canadiens discutent sérieusement de son abolition et on adopte un moratoire de 5 ans sur la peine capitale. À l'expiration du moratoire, une interdiction partielle est instaurée en 1973 jusqu'à l'abolition totale 3 ans plus tard. En 1976, par un vote de 130 contre 124, c'était très proche, le Canada abolit la peine de mort. Ça reste en vigueur, par contre, en vertu de la loi sur la défense nationale pour les membres des forces armées reconnus coupables de lâcheté, de désertion, de reddition illégale ou d'espionnage au profit de l'ennemi. De lâcheté. Ouais. T'es lâche. T'es lâche, c'est fini. Je pense pas que ça veut dire exactement comme qu'est-ce que nous autres, on Mais utilise c'était quoi le mot la lâche. définition de lâcheté? Ouais. C'est quoi? C'est une vraiment bonne question. Je pense que c'est juste comme pas exécuter tes tâches. Là. OK. Ouais. Ben, quand même. Ou comme de refuser. Là. Tu sais, Ouais. je suis fatiguée. C'est ça, imagine. La décision n'est pas sans controverse. Quiconque me dit que c'était un vote libre vit dans un monde imaginaire, déclare l'ancien premier ministre John Diefenbaker, qui lui-même était en faveur de l'abolition. C'est lui qui était en faveur, puis il a dit que le vote n'était pas fair quand ils l'ont aboli. Il croyait que le vote en Chambre n'était pas juste et libre. Plusieurs députés s'avaient senti forcés de voter en faveur de l'abolition de la peine de mort pour conserver leur poste au cabinet. Puis le vote de 130 à 124, ça ne reflète pas pantoute l'opinion du public à l'époque. Environ 75 des Canadiens étaient en faveur de la peine de mort en 1976. Oh, wow. OK. Hein, Ça fait pas longtemps, là. Non. Ouais. Puis c'est contre comme la grosse majorité du monde. Là, tu sais. Tout au long des années 80, le député Bill Dom tente de rétablir la peine de mort. Son projet de loi proposé en 87 est rejeté par un vote de 148 contre 127. Après l'échec, Dom déclare « Je ne serai pas aussi déçu que le 70 % des Canadiens qui sont en faveur de la peine de mort. » En réalité, le vrai pourcentage de support pour la peine de mort en 87 est environ 60 %. Mais le point est que c'est majoritaire dans l'opinion publique encore, 11 ans plus tard. Tu sais, que tu sois pour ou contre la peine de mort, c'est fascinant d'apprendre que ça a été aboli contre l'opinion publique. Malgré ça, l'abolition est restée ferme. Et finalement, le 1er septembre 1999, le projet de loi C-25 met fin à la peine de mort pour les crimes militaires. Le dernier Canadien et le seul pendant la Seconde Guerre mondiale à avoir été exécuté pour des crimes militaires, c'est le soldat Harold Pringle. Pringle est reconnu coupable de meurtre et de désertion. Il a été tué par un peloton d'exécution, c'est un firing squad, Aïe, aïe. en Italie le 5 juillet 1945. Puis, juste pour ceux qui ne sont pas au courant des dates, la guerre en Europe était déjà terminée en juillet 1945. Ouais. Ah, c'est vrai. Les 2 dernières personnes exécutées au Canada sont Ronald Turpin, 29 ans, et Arthur Lucas, 54 ans, tous 2 reconnus coupables de meurtres distincts. Ils sont pendus à minuit 2, le 11 décembre 1962, dans la prison de Don à Toronto. La dernière femme pendue au Canada, c'est Marguerite Pitre, le 9 janvier 1953, dans la prison de Bordeaux à Montréal,
pour sa participation à l'attentat à la bombe contre le vol 108 de Canadian Pacific Airlines, connu aussi sous le nom de la tragédie aérienne de Saut au cochon. C'est l'épisode 55 du podcast Crime de Bin qui est à ce sujet. Oui, c'est vrai. Je vous recommande de l'écouter. C'est vrai. Puis finalement, après tout mon cours d'histoire, je suis rendu au cas d'aujourd'hui. La dernière personne à être condamnée à mort au Québec, qui s'appelait Ernest Côté. C'est un homme de North Bay en Ontario. Puis son crime, il l'a commis direct ici, dans la Banque de Montréal à Témiscamingue. Direct en dessous de nos pieds. On location. Oui. Partie 2. La Banque de Montréal. La Banque de Montréal à Témis. Oui, Témis, c'est comme ça qu'on appelle la ville de Témiscamingue au Québec. Témiscamingue a un lien très important avec Kapuskasing, notre ville à moi et Mireille. Puis, je suis vraiment gêné par comment longtemps que ça m'a pris à le figurer. Premièrement, Témiscamingue, ça a été développé par la compagnie CIP, c'est la Canadian International Paper Company, semblable à notre ville Kapuskasing, qui a été fondée et développée par la Spruce Falls Power and Paper Company. Quand la Spruce Falls a voulu fermer le moulin de Kapuskasing en 1990, c'est Tembec qui a éventuellement acheté notre moulin à papier et sauvé notre ville. Puis Tembec, c'est ça ici qui me gêne, c'est un nom formé de Témiscamingue et Québec. Bon. Ah, ça te gêne toi aussi, J'ai là? un autre niaiseuse ici. Je lève ma main. Je ne le savais pas. Ouais. Puis Tembec, eux, ils appartenaient déjà le moulin à papier de Témiscamingue parce qu'ils avaient eux-mêmes acheté le moulin à papier de CIP en 1972 quand la CIP voulait fermer les portes. C'est un peu la même histoire. Ils ont sauvé le moulin ici, puis ils ont sauvé le moulin à Kapuskasing. C'est une histoire très semblable pour nos deux villes. En tout cas, aujourd'hui, tristement, Tembec n'existe plus. Ils ont vendu à Rayonier Advanced Materials pour 475 millions en 2017. Le moulin à papier de Témis a officiellement cessé d'opérer l'année passée, en 2024. Puis là, je vous promets que j'ai fini mon cours d'histoire. Ouais. OK, le cas aujourd'hui se déroule à Témiscamingue, ici, dans la bâtisse où on est, en mai 1959. Alexandre Woodburn-Héron, c'est le gérant de la succursale de la Banque de Montréal à Témiscamingue. Alexandre il est né le 12 juillet 1910 en Jamaïque. Oh! Ah oui? Yes. Non, jamais. Yeah, man! Puis il a été... yeah, man. Hey, c'est le fun. Ouais, puis il a été éduqué en Angleterre. En plus? Fait que c'est probablement Alexander Woodburn-Heron. Ouais. Oui. OK. Ouais. Mais moi, je vais continuer à le dire en français parce que c'est plus facile. En 1928, à l'âge de 18 ans, Alexandre quitte l'Angleterre pour s'en venir au Canada. En 1939, il épouse Isabelle McGregor à Ottawa, en Ontario. Et finalement, en 1952, Alexandre déménage à Témiscamingue pour devenir le gérant de la Banque de Montréal. Alexandre est accompagné par son épouse Isabelle, un fils Douglas qui a 15 ans et leur fille Beth qui a 11 ans. Alexandre, c'est un homme tranquille, mais il est reconnu pour participer à presque toutes les activités communautaires. Il est un membre de l'Église St. Paul's United Church, aussi un membre de la Chambre de commerce et du club de curling de Témiscamingue. Alexandre et sa famille habitent un appartement par-dessus la banque, puis c'est direct là qu'on enregistre. On est par-dessus. Ouais. On est ici, là. On est dans son appart. On est dans l'appart à Alexandre, comme c'est là. Yes. Oh, wow. Ah, c'est spécial. Mm-hmm. Partie 3. Qu'est-ce qui se passe en bas? Le matin du 15 mai 1959, un vendredi, l'épouse d'Alexandre, Isabelle, part vers 8h30 du matin pour reconduire ses 2 enfants à l'école. Elle dit à Alexandre qu'elle l'aime et quitte vers l'école avec ses enfants. Jacques Tremblay, caissier à la Banque de Montréal, se rend au travail comme d'habitude. Jacques se dirige vers la porte principale de la banque pour la déverrouiller. Il est 8h45 du matin. C'est que Jacques il est déjà en dedans, puis là, il va débarrer la porte. OK. Jacques aperçoit un homme dehors, sur les marches, avec le dos tourné vers la porte. Quand Jacques débarre la porte, l'homme se tourne comme si c'était pour rentrer. Là, Jacques il dit « Mais la banque, elle n'ouvre pas avant 10 heures. » En pensant peut-être que l'homme était là pour réparer une des machines à l'intérieur. Mais l'homme, il répond « Ça n'a pas d'importance si la banque est ouverte ou non. » Oh, not good. Mm-mm. C'est là que Jacques remarque que l'homme est maquillé. Ah, Maquillé. ah oui? Et son visage est distorté par du ruban gommé.
Mais voyons donc. Comme il s'est mis du tape d'en face pour comme Changer ses traits. changer ses apparences. Ah. Ouais. Wow! Ah, j'aurais pas pensé. Mais maquillé comme en clown, maquillé en femme. Ouais. Ça l'explique Ça pas. l'explique Non, pas. non. Ah. Le North Bay Nugget, il dit Sûr. juste comme he had make-up. Ouais. Ah. Puis en même temps que Jacques remarque ça, l'homme, il sort un pistolet et le brandit dans la face à Jacques. Oh. Puis il dit « Be quiet, ferme-toi. » tu sais. Puis là, il dit « Barre la porte, puis emmène-moi en dedans. » Le bandit ordonne à Jacques d'ouvrir la porte sur le côté de la banque qui mène à l'extérieur. Fait que, tu sais, on est monté en haut tout à l'heure, puis Oui. direct en face des escaliers-là, il y a une porte qui mène à l'extérieur. Fait que c'est là que je vous situe. Là. OK. Jacques obéit et ouvre la porte. L'homme se pointe à l'extérieur et se met à crier à quelqu'un dehors. C'est son complice qui attend dans une voiture, prêt à s'enfuir. Fait que le plan, présumément, c'est de prendre l'argent puis de se sauver par la porte du côté. Oh. L'homme, il crie à son complice de s'en venir, mais le complice refuse. Il reste assis dans la voiture. Ah, OK. Fait qu'ils sont comme en chicane, eux Ouais, autres, un peu. Oh. le plan ne fonctionne pas. Non. L'homme maquillé qui tient Jacques Tremblay en otage, ben, c'est Ernest Côté, 36 ans. Ernest vient de North Bay, en Ontario, qui est une 60aine de kilomètres à l'ouest de Témiscamingue. C'est pas le premier barbecue à Ernest. Il vient tout juste de sortir de prison. Ah, Il avait purgé une peine de 10 ans pour vol à main armée. bon. Évidemment, il n'a pas appris sa leçon. Mais non. Le complice à Ernest, celui qui est dans la voiture, qui refuse d'aller aider Ernest à l'intérieur, c'est Ronald Brush, 21 ans. Lui aussi, il vient de North Bay. Ernest il est choqué, puis il sac après Ronald, pas content du fait que son complice refuse de sortir de la voiture pour venir l'aider. De son appartement, en haut de la banque, Alexandre entend la commotion en bas dans la succursale. Fait qu'il était ici en haut quand que ça a commencé, là. Lui était en haut parce que la banque rouvre à 10 heures. Oui, Fait que, oui. tu sais, Ouais. mais que ça c'est l'heure d'aller travailler, lui, il descend les marches puis il s'en va à la banque. Ah. Ouais. Aïe, aïe. Hein? Tu sais, fait qu'il va au bord des escaliers. Puis il y en a des escaliers. Ouais, ils sont... Oui, on les a montés, les escaliers. Ça monte assez haut, ouais. Il lâche un cri, puis il dit « Qu'est-ce qui se passe en bas là? » Jacques, il n'ose pas répondre, parce qu'Ernest, il a encore son revolver de pointé contre lui. Puis Ernest ne devait pas s'attendre qu'il y avait quelqu'un en Non. haut, là. Non, OK. ça fait pas partie du plan qu'il y a quelqu'un qui reste en haut. OK. Oh non. Ernest demande à Jacques « C'est qui est en haut là? » Puis Jacques, il répond « Ben, c'est le gérant de la banque. » Ah, boy. Alexandre, il se met à descendre les escaliers pour voir qu'est-ce qui se passe. Puis à 2-3 marches du plancher principal, Ernest le remarque, puis il pointe son fusil tout de suite vers Alexandre. Sans hésiter, Alexandre, il fonce sur Ernest, puis il saute dessus. Ah, OK. Wow. Les deux, ils se chamaillent, puis ça se bat un peu tout partout. Puis d'après Jacques, mais la bataille dure comme une couple de secondes, mais comme tu sais, le temps, il doit être flou là, quand tu es sur les nerfs. Ouais. Il dit que ça se passe très vite. Puis là, soudainement, bang, il entend un coup de feu. Ah. Alexandre, il tombe par terre. Là, Ernest, il recule vers la porte du côté, mais avant de sortir, il se tourne de bord, puis il tire encore 2 autres coups sur Alexandre, qui était sur le sol sur son dos. Oh non. Plus tard, le coroner témoignera que les coups de feu qui ont atteint Alexandre ont tous été tirés d'une distance assez éloignée parce qu'il n'y a pas de trace de brûlure de canon sur Alexandre. Fait qu'il n'a pas été tiré pendant la bagarre, mais plutôt, Ernest l'a tiré en lâche une fois qu'il s'était libéré de l'emprise à Alexandre. Tu sais, j'essaie de dire, il n'y avait pas besoin de le tirer, il aurait pu juste se sauver une Oui. fois que son plan ne marchait pas. Ouais. Oui. Fait que Ernest, il tire Alexandre, puis après ça, il court en dehors de la banque par la porte du côté. Il y a plusieurs témoins qui voient ce qui se passe à l'extérieur de la banque. Juste en dehors de la banque, à environ 30 pieds de la porte où Ernest sort, James Lynn, un garagiste, il est en train de changer un pneu sur une voiture. Lynn's Garage, qui avait... Ah, OK. Ah, c'était vrai là? Je pense que oui. Oh. Fait que lui, il est dehors, puis il est en train de changer un pneu sur une voiture. OK. James, il avait entendu les coups de feu, mais il ne savait pas d'où ça venait jusqu'à ce qu'il voie Ernest sortir à la course de la banque. James, il voit un deuxième homme sortir de la banque. C'est le gérant, c'est Alexandre, Oh. qui tente de poursuivre son assaillant. Mais Alexandre est gravement blessé. Il s'effondre à environ 15 pieds du véhicule, qui part en direction de l'Ontario. Alexandre... Sur la rue Thorne. Sur la rue Thorne à côté, oui. Alexandre, il ne se relèvera pas. Il meurt là, sur le trottoir, où il est tombé. Oh. Oh non. Le pharmacien William Clark,
témoigne qu'il avait vu Alexandre Héron sortir de la banque, trébucher et tomber par terre. Oui, parce que la pharmacie Clark était juste à côté ici, même bâtiment, sauf la porte à côté, là. OK. Entre le smartphone et ici, là. C'est le fun de tout situer Oui, ça. oui, Oui. Ouais, il dit qu'il le voyait sortir, trébucher et tomber par terre. M. Clark dit aussi qu'il a vu un homme courir avec un revolver à la main et que la voiture qu'il avait vue partir de la scène du crime était une Buick à 2 couleurs. Rémi Page, lui, il était dans un restaurant près de la banque ce matin-là. Il dit que quelqu'un est entré dans le restaurant en s'exclamant « Le gérant de la banque a été tiré ». Ça venait tout juste d'arriver. Rémi sort dehors et aperçoit la voiture conduite par Ronald Brush. C'est une voiture brune avec un toit couleur crème, il dit. Il essaye de noter le numéro de la plaque d'immatriculation, mais il ne réussit pas à le voir complètement. Aldemar Gaudette, qui revenait du travail, dit qu'il a vu une voiture, une Buick 51 ou 52 d'après lui, brune avec un toit couleur sable, en train de quitter Témiscamingue. Monsieur Gaudette a vu le gérant sortir de la banque et crier « Get those guys », attraper ces hommes. Aldemar court à l'intérieur d'un restaurant et s'exclame « Il y a eu un meurtre ». Fait que c'est lui que Rémi dit qu'il est rentré dans le restaurant. Il dit « Je croyais que c'était un meurtre », puis il avait raison. Mm-hmm. Jules Ranger, le secrétaire trésorier de la ville, dit qu'il a vu un homme derrière Jacques Tremblay à l'entrée de la banque quand il se rendait à son bureau ce matin-là. Fait que lui a témoigné le début de la scène. Ensuite, il dit qu'il a vu la même Buick que tous les autres témoins s'enfuir à haute vitesse. Il y a plusieurs témoins dehors, fait que la police est contactée presque immédiatement. Du côté de la police de Témiscamingue, le constable Jacques Monette, le chef de la police Georges Dupont et Alphège Desjardins partent à la poursuite de la Buick qui s'enfuit vers l'Ontario, vers North Bay. Ils alertent la police provinciale de l'Ontario, la PPO, puis le corporal Vern Dix de la PPO du détachement de North Bay crée un barrage routier avec sa voiture près de Ferronia sur la route 63, juste un peu à l'est de North Bay. Quand la Buick arrive au barrage de la PPO, elle s'arrête dans le milieu du chemin. Vern Dix témoigne que la Buick avait des plaques d'immatriculation de la Saskatchewan qui recouvraient les plaques ontariennes. Ah, oui. Il dit que les deux hommes à l'intérieur étaient maquillés. Je veux savoir comment. Ça, là, ça, c'est... Oui, ça m'intrigue beaucoup. Les Hein? deux, en plus. Un deuxième policier témoigne que les deux hommes n'offrent aucune résistance à leurs arrestations. Ils identifient Ronald Brush comme le conducteur et Ernest Côté, c'est le passager. Tous deux sont résidents de North Bay, en Ontario. Sur la banquise arrière de la voiture, la PPO trouve 2 carabines chargées de calibre 22. Quelques minutes plus tard, la police de Témiscamingue arrive au barrage routier, eux autres les poursuivaient, où Ronald Brush et Ernest Côté viennent juste de se faire arrêter. Eux autres, les polices de Témiscamingue, ils trouvent 2 armes à feu chargées qui avaient été jetées sur le bord de la route 63. La PPO livre les 2 suspects aux autorités québécoises après un court séjour au détachement de North Bay. Les suspects sont éventuellement transportés jusqu'à Ville-Marie, au nord de Témiscamingue, où ils sont détenus en vertu d'un mandat du coroner pour le meurtre d'Alexandre Woodburn Héron. Partie 4. Maître Huguette Charette. Le lendemain, une foule d'environ 300 personnes s'était rassemblée à l'extérieur de la prison, à Ville-Marie, j'imagine, quand Ernest Côté est escorté par des policiers de sa cellule, tard samedi soir, vers une autopatrouille. On crie « T'es un lâche !» Puis ils disent aussi « Enlève tes mains de ta face !» Ils essayaient de se cacher, j'imagine. Ouais. Puis ça, c'était à la prison de Ville-Marie ou à la prison de Témiscamingue? Fait que ça, OK, bonne question. C'est flou parce qu'il y a certains articles qui disent pas et où la prison. Il y a d'autres comme le North Bay Nugget, ils disent qu'il s'est fait chipper à la prison à Ville-Marie. Fait que je sais pas. C'est pas clair. Le palais de justice, c'était à Ville-Marie. Ouais. OK. Fait que moi, je Mais pense je que sais qu'on avait une petite prison dans l'ancien poste de police de Témiscamingue, juste en haut de la côte ici, qui OK. a été la caserne de pompiers quelque temps. Puis il y a encore les barreaux là, en arrière. Là. Je suis pas Ah, certain oui, hein? si c'était là ou si c'était à Ville-Marie. C'est pas très clair. Puis j'ai essayé de le figurer là, parce que moi tout, ça me buguait. OK. Mais anyways, il sort de la prison parce qu'il se fait transférer vers la prison Bordeaux à Montréal. Mm-hmm. Puis ça, je trouve ça weird parce que comme c'est loin,
C'est très loin. Montréal, comme je comprends pas. Puis peut-être quelqu'un peut l'expliquer là, dans l'audience, ça, comme pourquoi pas à Rouen ou à Val-d'Or, comme... Peut-être les meurtriers dans le temps. Ouais, Peut-être la prison de Rouen dans le temps, c'était pour les petits crimes. Ça se peut, oui. Mhm. Il y a une raison sûrement, là, mais en tout cas, il ship à Montréal. OK. Le 25 mai, qui est 10 jours après le meurtre, c'est l'enquête préliminaire à Ville-Marie, au Témiscamingue, pour déterminer s'il y a assez de preuves pour accuser Brush et Côté du meurtre d'Alexandre Héron. Pendant l'enquête préliminaire, Jacques Tremblay, le caissier, identifie Ernest Côté comme étant le bandit maquillé. James Lynn, le garagiste, identifie aussi Ernest Côté comme étant celui qui avait vu s'enfuir de la banque vers la Buick. L'expert médico-légal, le docteur Jean-Marie Roussel, témoigne qu'un des revolvers de calibre 32 trouvés sur le bord de la route 63 était la même arme qui avait tué Alexandre Héron. Le docteur Roussel dit que 3 balles ont été retrouvées dans le corps d'Alexandre. Il explique qu'il n'y avait pas aucune brûlure sur le corps où les balles sont entrées, qui, comme j'ai dit tout à l'heure, ça l'indique que Ernest avait tiré les coups de feu d'une certaine distance, pas à bout portant. Puis, il n'a pas tiré comme, mettons, accidentellement en se battant avec Alexandre. Docteur Roussel explique que M. Héron est mort d'une balle qui lui a rentré dans la poitrine, tirée lorsqu'il était par terre sur son dos. La balle avait frappé juste sous la clavicule, a traversé les poumons, puis a sectionné une artère et s'est logée au-dessus de ses reins. Fait en expliquant ça, moi, ça me dit que comme Alexandre il était par terre, mais il avait la tête vers Ernest. Parce que s'il a tiré, que ça a rentré dans la clavicule, ça a passé les poumons, puis ça s'est rendu dans les reins, il faut quasiment que le tir il est venu comme du haut, quasiment. Haut de son corps. Oui. Wow. Mhm. Docteur Roussel dit aussi avoir trouvé 2 autres balles dans le corps de M. Héron. Une avait traversé le haut du bois droit, pénétré la tempe, le palais et sectionné le bout de la langue. Ah! La deuxième était entrée par la joue droite et s'était logée dans sa gorge. 2 Voyons. balles dans la face, c'est un coup qu'il était par terre. Oui, fait qu'il y en a Wow. une dans la clavicule puis 2 balles d'en face. Ah, puis il était capable de se relever après. Il a couru dehors après Ben ça. oui. Ouais. Hey, c'est incroyable. Mhm. Jean-Marie Roussel affirme qu'il ne croyait pas que l'une ou l'autre de ces 2 blessures aurait causé la mort, mais seulement le coup tiré à la poitrine était mortel d'après lui. Il estime qu'Alexandre y est mort environ 2 minutes après le coup de feu à la poitrine, jusqu'à temps qu'il saigne au bout de son sang. Ah. C'est pas un cas compliqué. Il y a une abondance de preuves que ces 2-là sont les auteurs du crime. Ernest y a tiré Alexandre en sang-froid, lâchement, après que leur bataille était terminée. Il n'était pas obligé de tirer pantoute. Il aurait pu juste se sauver avec Ronald dans le char. Le jury de l'enquête préliminaire du coroner examine les preuves pour un gros 12 minutes. Oh, wow! Puis ils reviennent avec l'accusation de meurtre. Hey, Oui. C'était vite. Les 2 hommes subiront chacun un procès à Hull au mois de novembre de la même année. Ah, oh. À Hull. Ouais. Puis encore là, comme pourquoi à Hull, pourquoi pas Ouais. en Abitibi? Si quelqu'un a la réponse, j'aimerais ça le savoir. Mhm. Ronald Brush, il n'est pas capable de se payer un avocat. Fait que la Cour lui appointe une avocate, Maître Huguette Charette. Ah, OK. Dans les journaux de novembre 1959, ils font un vraiment big deal de ça. Mhm. Mademoiselle Charette sera la première femme à participer en tant qu'avocate dans un procès de meurtre à Hull. Puis c'est triste un peu parce que dans la manchette du North Bay Nugget, c'est écrit « Woman lawyer defending alleged murderer of Témiscamingue Bank manager ». Tu sais, c'est juste Ouais, puis « Woman lawyer Ouais. puis- Comme elle n'a pas de nom. Faut Ouais. que tu lises l'article pour voir si elle a un nom. Puis c'est- bien sûr. Ouais. Fait que, honorons Maître Huguette Charette, qui a été traitée un peu comme une citoyenne de seconde classe dans son propre pays en 1959. ben, certain, c'est une femme. Le Aïe, procès à aïe. Ernest Côté doit commencer à Hull lundi le 2 novembre 1959. Le procès se déroule à Hull, mais ça semble être un cas partagé entre l'avocat de la couronne de Ville-Marie, Roger Vincent, et celui de Hull, Lionel Mougeot. L'avocat qui défend Ernest Côté, Jérôme Summers, demande que le procès soit remis jusqu'à la fin du terme. Il dit qu'il y a eu négligence de la part de la couronne, puis qu'il n'a pas eu accès aux notes de l'enquête préliminaire jusqu'au samedi soir avant le procès. Il veut plus de temps pour revoir son cas. Mais le juge Paul Miquelon, d'après ce que je lis dans le journal,
il s'en sac un peu de ça. Il dit, c'est pas la faute de la couronne si la paperasse est arrivée en retard, mais il dit, je vais être un good guy, je te donne 3 jours pour revoir les notes. Ouais. Fait que le procès débutera jeudi matin au lieu de lundi matin. OK. 18 personnes témoignent pour la couronne pendant le procès. Puis comme je te dis tantôt, c'était un cas pas mal open and shut contre Ernest Côté. Et puis, il a fallu que tous les témoins aillent à Hull. Oui, il a tout fallu qu'ils se déplacent à Hull. C'est quand même 4 heures de Témiscamingue. Hey, hein? Pour aller témoigner, c'est loin. Oui. Il n'y a pas vraiment de doute ou de nuance en nulle part. Le procès se déroule très rapidement. Ça dure juste 3 jours. Dans ses instructions au jury, le juge Paul Miquelon dit que toute personne entrant dans une banque avec une arme dans l'intention de commettre un vol et qui tue quelqu'un doit être reconnu coupable de meurtre. Il ajoute que l'accusation ne pouvait pas être réduite à un homicide involontaire parce qu'il n'y avait pas eu aucune provocation. Il dit que les coups de feu aussi ne pouvaient pas avoir été tirés accidentellement parce qu'il a été tiré 3 fois. Oui, exact. Oui. Accidentellement, c'est 1 fois. Mm-hmm. Le 14 novembre 1959, Ernest Côté est trouvé coupable du meurtre d'Alexandre Héron. Le jury a délibéré cette fois-là pour un gros 15 minutes avant de revenir avec le verdict. Puis on a fait ça une couple de fois, nous autres aussi, puis d'habitude, comme une délibération courte, là, c'est plusieurs heures, aller quasiment jusqu'à une journée. Oui. Fait que 15 minutes, là, c'est... Tout le monde sont rentrés dans la salle, puis ils ont juste comme feuilleté les papiers vite fait, là, ouais, that's it, là, tu sais. Ils se sont dit, on va faire semblant de délibérer. Ouais. Puis, prendre un café, aller fumer une cigarette, puis on revient. Fumer un cigare, puis... Dans ce temps-là, le jury pouvait faire demande de clémence à la Cour pour écarter la peine de mort. Puis depuis 1957, toutes les demandes de clémence étaient acceptées par le gouvernement Diefenbaker. Mais aucune demande de clémence est faite pour Ernest Côté. Il venait juste de sortir de prison, le gars. C'est ça. Exactement. Ernest Côté est condamné à mort par pendaison, schedulé pour le 11 mars 1960. Le coupable accepte son verdict calmement, d'après les journaux, puis il demande à adresser la Cour. Oh. Il dit « Je souhaite remercier mon avocat, Jérôme Summers, pour avoir accepté de me défendre. Il a fait de son mieux, mais il n'a pas réussi. Si j'ai été trouvé coupable, c'est pas de sa faute. » Ensuite, il adresse le juge. Il dit « Je sais que vous aviez un devoir à accomplir et je souhaite vous dire que j'ai eu un procès juste. » Aïe, aïe, ouais. OK. Ouais, il joue du violon. Ouais. Le juge Paul Miquelon réplique que vous avez raison, M. Côté, de dire que vous avez eu un procès juste. Malheureusement pour vous, la sentence que je dois imposer est une sentence très importante. Vous veniez tout juste de sortir de prison, ayant purgé une peine de 10 ans pour vol à main armée. Cette peine aurait dû vous servir de leçon. Mais vous avez décidé de poursuivre votre carrière de criminel. Le crime ne paye pas. J'ai aucun autre choix que d'ordonner votre retour en prison et je vous condamne à la pendaison le 11 mars prochain. Que Dieu ait pitié de votre âme. Le procès de Ronald Brush, lui, il débute le 11 novembre, 2 jours après le verdict à Ernest. Puis finalement, dans l'article du journal de North Bay Nugget ce jour-là, on traite l'avocate Huguette Charette un peu plus comme une vraie personne. Il y a une photo d'elle, puis son nom est écrit en gros caractères cette fois-là. Good. Faut pas te lire l'article pour trouver son nom. Un peu moins sexiste comme article comparé au dernier. Mais quand même, dans les journaux, on peut lire des témoignages de Maître Charette. Elle dit « J'ai été ridiculisée par tout le monde ici depuis le début du procès. » Non. Elle a beaucoup de misère à faire sa job. Oh. Puis comme, je ne l'ai pas inclus ici, là, mais c'est le juge, puis la couronne, puis comme ils risent d'elle un peu. Là, Mais puis, voyons. ouais. Terrible. Elle apporte des objections, puis ils sont comme, voyons donc la femme, là, tu sais. Comme, Ça, c'est enrageant, hein, Mimi? Ouais. C'est pas correct. Puis ça fait pas si longtemps que ça, là. Mais non, c'est 1959. 59, oui. Comme il y a du monde vivant aujourd'hui qui aurait pu témoigner de ça, là. Je suis contente que ça l'a évolué, le monde des femmes. Oui. Mm-hmm. Puis finalement, Ronald Brush, c'est pas son vrai nom. Il s'appelle plutôt Ronald Kyle Alexander. Brush, c'est le surnom de sa famille nourricière.
Parce que c'est un enfant qui a voyagé de foyer en foyer Oh, quand il était jeune. non. Ouais. Ah, OK. Donc, comme son nom, c'est pas complètement faux. Brush, c'est la famille où il reste, mais c'est pas son nom légal non plus. Son procès, lui, est un peu plus nuancé parce que Ronald est resté dans le char pendant tout ça. Et il a refusé d'aller l'aider. Il ne voulait pas sortir de la voiture, puis aucun témoin, comme dans la gang que j'ai nommé dehors tantôt, là, aucun témoin identifie Ronald comme étant sur la scène. OK. La seule chose qui le place là, c'est qu'il s'est fait arrêter dans le char sur le bord de l'Ontario. Fait que toutes les preuves indiquent clairement qu'il n'a jamais sorti de la voiture. Monsieur Ronald était maquillé aussi. Oui. Donc, il faisait clairement partie du cours. Il y avait Ouais, il savait l'intention. qu'est-ce qui se passait, Oui, l'intention est là, oui. Ouais. Le procès dure 4 jours, lui. Puis c'est le même juge qu'au procès d'Ernest Côté. OK. Dans ses instructions au jury, le juge dit « On vous a dit que l'accusé est assez jeune, ce qui est vrai, puis il avait 21 ans. Puis apparemment, il aurait été invité par Côté à participer à un vol armé et que, par conséquent, il ne pourrait pas être coupable de meurtre. Sur ces points, l'avocat de la défense n'a pas insisté ni demandé que l'accusation soit réduite à un homicide involontaire. En admettant ces faits, du moins comme probable, ce que vous êtes en droit de faire, je dois vous rappeler que ces faits à eux seuls ne pourraient, en vertu de la loi, justifier un acquittement, puisqu'il n'existe absolument aucune preuve que Brush n'a pas, en réalité, accepté librement l'invitation de Côté à participer au vol à main armée. » Mais il était maquillé. Oui, il savait. C'est ça que le juge dit. Il dit on ne peut pas réduire à homicide involontaire parce qu'il était maquillé puis il a accepté d'être là. Il n'a pas été forcé d'être là. Ben non. Devriez-vous envisager la possibilité d'un verdict d'homicide involontaire? Les circonstances sont telles que vous seriez légalement justifié de réduire l'accusation de meurtre à celle d'homicide involontaire? J'en doute. Mais d'un autre côté, je ne crois pas être justifié à vous fermer cette porte. Ainsi, je vous dis que vous pouvez rendre l'un des 3 verdicts suivants. Il dit coupable, non coupable ou coupable d'homicide involontaire. Hey, c'est quand même beaucoup. Il n'est pas juste un complice, là. Mm-hmm. Aïe, aïe. Fait que en novembre 1959, le jury, composé de 12 hommes, parce qu'on n'a pas fini d'être sexiste, délibère pendant 2 heures. Je pense qu'il fait exprès. Il veut nous choquer. Oui. Fait que, c'est quoi que vous pensez pour Ronald? Mais j'espère que c'est au moins homicide involontaire, là. Et homicide involontaire? J'espère. Le jury de 12 hommes déclare que Ronald Brush est non coupable. Ah ouais? Ronald s'en sort. Ah. Avec rien? Avec... T'as peu, c'est pas fini. OK. OK. Ouais. Le juge Miquelon adresse Ronald Brush. Et il dit « Vous avez été très chanceux aujourd'hui ici, monsieur. J'espère que c'est la dernière fois que vous vous retrouverez devant la cour. Mm-hmm. Dans le futur, faites attention avec qui vous devenez amis. » Il y a eu les gosses bénites. Ouais. Oui. Dans la cour, finalement, tous félicitent l'avocate Huguette Charette. Bon. Wow. La première femme à défendre un accusé de meurtre à Hull, ridiculisée et maltraitée par la cour, mais elle a quand même gagné son procès. Mm-hmm. Mais il était complice. Oui, il était complice, c'est ça. Pour ce qui est du verdict, je suis d'accord. Tu sais, Ronald, il est probablement pas coupable de meurtre, mais il est coupable de quelque chose. Ben c'est oui, il certain. n'est pas innocent. Ouais. Puis, comme de fait, 2 mois plus tard, en janvier 1960, Ronald Brush est à nouveau arrêté par la police en lien avec les événements du 15 mai 1959. Non, comme il ne fait pas quelque chose de nouveau, c'est la police retourne l'arrêter. Ah, OK. En lien avec ce qui est arrivé. OK. Puis cette fois-là, il est accusé de tentative de vol à main armée. OK. Ronald Brush subit son procès à Ville-Marie, juste au nord du site. Puis le 26 janvier, il est trouvé coupable, finalement. Mm-hmm. Puis il va servir une peine de 3 ans de prison pour son rôle dans la tentative du vol. Ben, c'est un pet de 3 ans. Ouais. Oui, parce que quelqu'un est mort. Oui. Puis il a aidé. Comme Ronald, il a probablement vu Alexandre tomber à terre. Oui. Mm-hmm. Puis il a juste douté. Il a entendu les coups de feu. C'est clair. Mm-hmm. Ouais. Il a aidé un meurtrier à s'évader. Ben oui, c'est ça qu'il faisait. He was driving the getaway car. Ouais. Comme. C'est ça. Ouais. Fait que coupable de meurtre, Ben non. probablement que non. Mais juste 3 ans pour un vol à main armée, non plus. Ouais. En quelque part dans le milieu, là, il y avait comme quelque chose de bon pour lui. Là, puis, ouais.
3 ans, c'est trop clément. Partie 5. Le dernier homme à être pendu. Ernest Côté, lui, doit pendre le 11 mars 1960. Il y a un débat à la Chambre des communes pendant l'hiver 1960 sur un projet de loi visant à abolir la peine de mort au Canada. Fait qu'il y a des chances qu'il s'en sauve. Si le projet de loi passe, tout le monde qui est sur death row se font convertir à prison à vie. Mais le débat est ajourné indéfiniment le 25 février, juste 2 semaines avant la date prévue pour la pendaison du meurtrier d'Alexandre Héron. Fait que lui, il était comme, il ne savait pas, là, si. Jusqu'à 2 semaines avant sa date de mort, il ne savait pas si. Non, c'était pas certain. C'était pas certain. Ouais. Ouf. Parce que, comme j'ai dit tantôt, là, depuis 1957, le gouvernement Diefenbaker, il commuait beaucoup de sentences de mort. Fait que ça arrivait souvent que quelqu'un se faisait condamner à mort et puis que le gouvernement annulait la pendaison. Wow. Fait que le cabinet ministériel fait donc face à l'alternative suivante. Commuer ou reporter la peine de mort de côté ou laisser l'exécution avoir lieu comme prévu. Hey, imagine. Imagine vivre de même. Hey, le Ouais. stress. Fait que, comme je viens de le dire un peu, là, depuis que le gouvernement conservateur de Diefenbaker a pris le pouvoir en juin 1957, 32 peines de mort avaient été commuées. Oh! Diefenbaker supportait l'abolition de la peine de mort, même si la majorité du Parti conservateur ne voulait pas l'abolir. Ouais. Fait que j'ai jamais appris beaucoup à Paul Diefenbaker à l'école, mais comme c'est brave du chef d'aller comme contre quasiment tout le monde puis Oui. dire non, c'est pas correct ça. T'sais. Le 10 mars, un jour avant la pendaison, le cabinet annonce qu'ils n'interféreront pas avec la peine de mort d'Ernest Côté. Même si Diefenbaker avait commué 32 peines de mort, Côté sera le 10e homme à être pendu depuis 1957. 10? Hi. Ouais, fait que tu sais, ils en ont commué 3/4 à peu près, d'après les numéros. Ernest Côté vit ses derniers jours de sa triste vie à l'intérieur des murs de la prison de Bordeaux à Montréal. Le shérif Laurent Selle de la prison dit que Côté était calme jusqu'à la journée du 10 mars, mais qu'au courant de la journée, il s'en venait de plus en plus violent. En après-midi, il apprend que le cabinet n'interférera pas dans sa sentence, puis il s'est hurlé contre les murs de sa cellule comme assez fort pour se blesser. Comme il se garochait sur le mur, puis il s'est blessé. Ah, OK. Il refuse la dernière messe qui était offerte aux condamnés catholiques, Ouf. messe qui était planifiée à minuit, à la première heure du 11 mars. Le curé de la prison dit qu'aucun des condamnés à mort des dernières 5 années avait refusé leur dernière messe. Ernest Côté est envoyé à la potence un peu après minuit. Quand la porte s'ouvre sous ses pieds, il tombe environ 2 mètres. Ah! Sa chute est arrêtée violemment par une corde autour de son cou. Son cou est cassé. Ah! Le condamné perd connaissance immédiatement. Puis, ben, du moins, c'est ce qu'on nous dit qui arrive. Puis, quelques minutes plus tard, à minuit 8, il meurt par asphyxie. Ça sera la dernière fois qu'un homme sera pendu au Québec. Aïe, aïe. Wow. Uh-huh. Wow. Partie 6. La lettre. Le jour même de la pendaison, le 11 mars, le journal North Bay Nugget publie une lettre qu'Ernest avait écrite à sa mère pendant qu'il attendait sa peine de mort en prison. Oh. Oh, wow. Oh. OK. La lettre de 8 pages 8 est publiée pages. à la demande de la mère. Ah. D'un côté, j'aime pas ça donner une voix aux criminels, Ouais. mais je pense dans ce cas ici, c'est pertinent d'avoir une porte d'entrée dans les pensées d'un homme qui s'en va vers sa mort. Oh my Oh, God. wow. OK. T'as-tu la lettre, René? Oh oui. Oh, Ah, wow. zip. OK. Tu sais, puis il savait qu'il y avait un débat dans la société sur la peine qu'on lui avait imposée. OK. Puis il écrit à propos de ça. Fait que je l'ai traduit, il l'écrit en anglais. Ouais. Je vous en lis quelques extraits. OK. J'ai 37 ans, dont 15 ans passés en prison. J'en suis pas fier et je ne prétends pas être un expert sur le sujet contenu dans ces pages. Par l'expérience, l'observation et la vie quotidienne simple, je transmets ces mots pour qu'ils peuvent valoir. Ce matériel provient du couloir de la mort à la prison de Bordeaux à Montréal où j'ai été confiné en attendant soit le bourreau, soit la commutation,
de ma peine en réclusion à perpétuité. Je ne sais pas si la sentence sera exécutée. C'est comme on a dit tantôt, il ne sait pas jusqu'au 10 mars, jusqu'à la journée avant. Je n'ai pas demandé la clémence à Ottawa et je n'ai pas l'intention de le faire. C'est maintenant entre les mains du destin. Je n'écris pas contre la peine de mort parce que je me trouve dans cette situation. Ça n'aurait aucune importance si je l'avais faite. Je cherche seulement à souligner des facteurs qui peuvent aider à comprendre comment et pourquoi mon type de criminel en arrive là. En faisant ceci, peut-être qu'une autre personne pourra être sauvée ou empêchée de commettre un meurtre. Comme je l'ai dit souvent, me pendre n'empêchera pas d'autres personnes d'être tuées par des bandits armés. Prenons mon cas, par exemple. En 1949, j'ai été condamné à 15 ans pour vol à main armée. C'était la première fois que j'étais emprisonné pour vol, bien que j'ai eu un casier judiciaire déjà bien rempli. Fait que même avant qu'il fasse la prison, les polices le connaissaient très bien. Puis, dès 15 ans, il en a purgé 10, parce que tantôt, j'ai dit 10. Là. Fait que pendant les 10 années que j'ai purgé sur les 15, j'ai excellé dans le métier de machiniste. En fait, bien au-dessus de la moyenne. J'étais préparé à travailler et je voulais vraiment travailler. J'avais trop vu d'hommes récidiver et revenir directement en prison. Mais moi, ça ne m'arriverait pas. Je serais prêt à travailler avec les plus qualifiés. Je décrocherais un emploi grâce à mes compétences de machiniste. Il n'y avait aucun doute que j'avais appris le métier à fond. Je pouvais honnêtement chercher et trouver un bon emploi. Je pouvais fournir une bonne journée de travail. J'étais heureux à l'idée que je ne rencontrerais pas de difficulté à trouver du travail, parce que ma mère âgée était maintenant seule et m'attendait depuis 10 longues années. C'est vraiment triste. J'avais tout bien réfléchi. À 36 ans, je devais vraiment arrêter de voler et de me rentrer dans le trouble. J'étais assez vieux pour savoir mieux. J'avais analysé, observé et interrogé de nombreux hommes que je trouvais étranges parce qu'à peine libérés, ils étaient à nouveau en prison. J'ai remarqué que les hommes qui avaient purgé de longues peines n'étaient pas différents. On pourrait croire que 7 ou 8 ans suffirait à faire réfléchir un homme, mais ce n'était pas le cas. Ils revenaient tous aussi vite. Beaucoup de ces infortunés avaient été des exemples. Ils avaient reçu de longues peines parce qu'ils étaient revenus devant les tribunaux peu après leur libération. En fait, les tribunaux considéraient ça comme une audace inouïe, d'où les peines sévères. Contrairement à l'opinion des tribunaux, ces hommes étaient perdus, désorientés et ne comprenaient pas ce qui leur était arrivé. C'était un problème psychologique. Un traitement psychiatrique les aurait aidés à se retrouver. Mais les services des psychiatres sont coûteux. Même lorsqu'un homme sait qu'il en a besoin, il doit avoir les moyens de les payer. Les gens pensent que la maladie mentale, c'est la folie furieuse, mais ce n'est pas du tout le cas. Tu sais, là, on parle de 1960. C'est ça, je te encore plus tabou qu'aujourd'hui. Il est quand même... Ça n'existait pas, la maladie mentale, dans ce temps-là. Là. Ouais. Mais la santé mentale, on n'en parlait pas. Tu n'avais pas le droit de parler de ça. Non. C'est fou pareil, hein? Dans mon propre cas, je savais que ce serait difficile de me réadapter à une liberté soudaine après 10 ans. Je devais être sur mes gardes pendant au moins 6 mois pour ne pas récidiver. Je ne savais pas que j'étais arrivé à un point de maladie mentale et que cela durait depuis un certain temps. En sortant de prison, j'ai même pas essayé de trouver un emploi. Une telle déclaration met en doute la crédibilité, mais c'est un fait froid. C'est ça qui est arrivé. Je ne peux pas expliquer mes actions autrement. Maintenant, je sais que j'avais besoin du traitement psychiatrique. Je ne le savais pas en sortant de prison. Mais même si je l'aurais su, d'où serait venu l'argent pour payer ça? J'ai été reconnu coupable du meurtre d'un gérant de banque en tentant de cambrioler sa banque. Tout le plan diabolique avait été conçu pour éviter les coups de feu. C'était la dernière chose que je voulais faire, parce qu'il n'y avait aucune chance de succès si je tirais mon revolver. Mais on ne peut pas prévoir l'échec humain et les nerfs. Puis là, un homme est mort inutilement. Coupable de meurtre ou non, mon exécution ne dissuadera pas en aucun cas les futurs braqueurs de banque. Ça, c'est certain. J'avais lu l'année d'avant l'histoire de l'exécution d'un bandit, puis ça ne m'a pas empêché de faire la même chose. Mon exécution non plus n'empêchera pas le prochain. C'est fin des extraits de la lettre
d'Ernest Côté adressé à sa mère. Wow. Ouais. C'est un peu plus deep que j'expectais. Ouais. Oui, il a Mhm. vraiment fait rétrospection Oui. de ce qu'il a fait. Mais je me demande de quelle maladie mentale il aurait pu souffrir. Mhm. Ouais. Parce que tu peux pas avoir une bonne santé mentale, ça veut pas te donner raison de rentrer d'une banque, Non. tirer, puis t'en aller. T'as même pas pris l'argent en plus. Ouais, c'est ça. Il a même pas pris une pièce. Non. Ça a mal été leur plan parce qu'ils ne savaient pas qu'Alexandre était en haut. Oui. Il a tiré dessus puis s'est sauvé. Mhm. Mais c'est fou de l'entendre parler de maladie mentale en 1960. Oui. Mhm. C'est comme s'il savait que. Que ça allait pas bien. Ouais, Mhm. mais que la prison, ça ne règle pas. Ça règle pas la situation. C'est ça. Faut réhabiliter le monde, que lui C'est disait. ça. Là. Ouais, Ouais, mais il était-tu réhabilitable? c'est ça. Il venait de passer 10 ans en Ouais. prison pour vol à main armée. Mhm. Là. Probablement que non. Mhm. Ouais. Puis je parle de ça un peu, là, mais j'ai quasiment fini. OK. Partie 7. Spike. 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 Tu te rappelles-tu c'est qui Spike? On en a parlé un peu. Non? Tu vas t'en rappeler. Ben, Spike, c'est lui qui a tué. C'est ça. OK, dis-les pas là. Ah, OK. J'ai des sentiments mixtes envers la peine de mort. Ouais. Tu sais, d'un bord, je pense pas qu'il y a personne au Canada qui se sentait pas comme que la justice avait été servie quand que le prisonnier surnommé Spike a tué Robert Pickton en Mhm. prison. Oh, Robert Pickton. Ouais. Ouais, apparemment qu'il a cassé un manche à balai puis qu'il l'a comme rentré dans la tête à Robert En Pickton. prison, là. Ouais, En ouais. prison. OK. Ah ouais. Oh, wow. Tu sais, comme c'était clairement impossible de réhabiliter Pickton. Mhm. Puis ça coûte cher l'emprisonner à vie aussi. Pourquoi qu'on dépenserait des centaines de milliers de piastres pour garder Pickton confortablement en vie pendant que d'autres Canadiens pourraient bénéficier de cet argent-là? Mhm. Mais de l'autre bord, c'est prouvé que la peine de mort ne dissuade pas le meurtre et les autres crimes graves. Puis Ernest Côté même le savait, puis il l'a bien écrit dans sa lettre juste avant de mourir. C'est barbarique, puis c'est un double standard. L'État interdit le meurtre, mais se réserve le droit de tuer pour certains crimes. Fait que le meurtre, est-tu permissible ou pas? C'est flou. Puis la grande question la plus importante, comment est-ce qu'on s'assure qu'on n'est pas en train d'exécuter un homme innocent? Ouais. Aussi, oui. Mhm. Un des arguments les plus forts là, contre la peine de mort, ça a toujours été vaut mieux d'en laisser 100 libérés que d'en tuer un innocent. Ouais. Ouais. Mhm. Bien d'accord. Mhm. On est qui pour jouer le rôle de Dieu? Là, Ouais, tu sais? c'est ça. C'était mon cas au sujet du meurtre d'Alexandre Woodburn Héron. Hey, c'est Hey, bon. Colin, bravo, René! Hey! C'est C'est drôle, tu racontais l'histoire, puis je Oui. le voyais là, dans ma tête. Là, Oui. tu sais, la pharmacie Clark juste à côté, juste en bas ici. Mais sur la rue Thorne, quand il est sorti sur la porte de côté. Puis, ouais. Mhm. Ouais. Ben, c'est le fun qu'on est vraiment ici parce que je peux m'imaginer Alexandre descendre les marches, la porte juste en avant, comme. C'est spécial. Oui, merci c'est beaucoup à spécial Steph de nous avoir d'être ici. invités. Oui. Ah, mon Dieu, C'est ça fait fun. longtemps qu'on veut faire ça aussi. Oui. Là. Ça devait faire 8 mois qu'on en parlait. Là. Ah Puis oui. Ben, on c'est essayait de trouver une date qui matchait tout le monde. Là. Tu nous as suggéré ce cas-là un an passé quand on est venu. Oui. Oui. Puis là, je devrais rajouter aussi, quand Steph nous a suggéré le cas, on était dans le musée de la Gare, Oui. ici au Témiscamingue, puis eux autres, ils ont les archives du Tem Times. Oui, Marie-Pierre Valiquette, Mhm. elle a tout ça. Elle nous a fait descendre en bas dans le Dans le Volt. vault. Oui, là. c'était vraiment Ouais. cool, ça. Ouais. Fait que moi, quand tu m'as suggéré le cas, ben, j'ai passé au travers des archives, j'ai tout photographié les pages de journaux qui parlaient de ce cas-là. Mhm. Puis c'est quand même important parce que le Tem Times ne fait pas partie d'aucune archive digitale en ligne. Non, Les seules copies qui existent sont les copies papier qui est à l'autre bord. Là. que Marie-Pierre, elle a au musée de la Gare, Ouais. ici à Ouais. Témiscamingue, oui. Ah, ben, Colin, hey, puis vous êtes les seuls là, qui parlent de ce crime-là. Là. Donc, tout reconstituer ça, là, c'est vraiment de la job, ça, René. Bravo à toi. Oui, ben, comme j'ai dit, j'ai trouvé toutes les archives de journaux. Une chance que le North Bay Nugget il est tout digital en ligne. Il faut payer pour l'avoir, là, mais Ça va bien. l'abonnement en vaut la peine. Ah, oui. Mhm. Ah, ben merci beaucoup Ben, hey, c'était d'avoir vraiment pris le le temps, fun. d'avoir revenu dans notre belle communauté.
Puis aussi, on va diffuser ça à TVCTK. Ah oui, on a oublié canal communautaire on a de oublié de le dire Témiscamingue. au commencement. Oui, c'est correct. On va le dire sur Facebook. Oui, on va le dire. Aussi, on est en train de le filmer là, pour le C'est passer sur notre beau canal communautaire qui on a aussi une chaîne YouTube. Donc, On va pouvoir le partager sur YouTube. on va OK. pouvoir le Oui. partager sur YouTube. C'est Yes. ça. Ouais. Ça va être le fun. Mais Cool. ça, c'est un des seuls qu'on va faire cet été, à part de ça, parce qu'on est quand même en vacances. Oui, on prend Donc, ça on pas mal fait plus ça chill ici. l'été. Là. On va finir notre gros cas qu'on est en train de préparer, puis ça va être that's it pour l'été. Peut-être faire un spécial Patreon aussi. là. Ouais, il faut bien. Faut bien faire de quoi. Merci beaucoup de m'avoir invité à avoir participé à l'émission. Ouais, c'est Mireille, le fun. René, je l'apprécie. Merci beaucoup. C'était un honneur. On aime ça avoir des invités, c'est le fun. Oui, c'est le fun. Merci Oui. beaucoup. Merci d'avoir accepté. Non, ben ça me fait tellement plaisir. So we done? C'est ça, oui. Fait que faut que je fasse mon ménage à la fin, comme d'habitude. Oui, là. fais ton ménage. Venez jaser avec nous autres sur les médias sociaux. On est sur la piste du crime, sur Facebook et Instagram. Puis, checkez donc la page. Toi, c'est quoi? C'est une page Facebook, TVCTK? Ben, on Non. était bloqués par Ouais, le ils l'ont gouvernement bloqué. parce que Ouais. là, tous les médias au Canada, on n'a plus le droit. C'est Donc, les émissions, c'est sur YouTube, sur la chaîne TVCTK. OK. Fait qu'allez voir TVCTK sur YouTube. On va être là un moment donné. Puis, ils nous ont fait, ça a fait un petit montage de nous autres qui marchaient dans le Oui, sentier l'année avec, passée. l'année Ouais. passée. avec votre famille, C'est ça. avec les petits-enfants l'année passée, là, oui. On avait été visiter les belles chutes Gordon, C'est vraiment que cute. vous avez retourné en amoureux hier soir. Oui, Oui. Oui. Pas d'enfants cette fois-là. Pas d'enfants. juste nous autres. Pour du contenu supplémentaire, visitez notre Patreon. Abonnez-vous au podcast sur Spotify, Apple, YouTube pour avoir une notification quand on sort un nouvel épisode. Si vous n'avez rien d'autre à faire, allez écouter l'épisode 55 de Crime de Bin au sujet de la tragédie aérienne de Saut au cochon, qui aussi parle de la dernière femme pendue au Canada. Puis, n'oubliez pas de nous donner 5 étoiles. Ben, merci tout le monde. Bye! Bye!